Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir, après une journée bien remplie, j'imagine, de studio. Je vais vous présenter notre invité de ce soir. D'abord, simplement pour introduire un peu cette manifestation, cette conférence. Il y a quelques semaines, avec Ludovic Bost, on était avec nos étudiants de studio, de licence, qui travaillent actuellement sur une passerelle en bois. Et on se disait que ça serait intéressant pour tout le monde, pour l'école dans son ensemble, d'être confronté à des expériences portées par des professionnels, notamment autour de ce matériau, du matériau bois, afin notamment de confronter leur savoir à des enjeux d'actualité, comme les enjeux évidemment environnementaux, le bois apparaissant souvent dans notre quotidien comme une solution face au dérèglement qu'on constate. Et on se disait aussi que ça pouvait être une manière d'interroger ce matériau plus globalement, de manière un petit peu moins anxieuse, au niveau de ses qualités et également au niveau de ses limites. Sans doute qu'il y en a, et notre invité nous les exposera. Une interrogation qu'on voulait organiser dans le cadre d'un cycle, qu'on voulait intituler « Structure singulière en bois ». Malheureusement, on n'a pas tout à fait réussi à organiser ça dans le temps imparti. Donc, on se contentera d'une seule conférence, mais une conférence très riche, j'imagine, puisque notre invité de ce soir est un professionnel aguerri. Je vous présente Jacques Anglade, qui est donc qui a plusieurs casquettes, qui est charpentier de formation, si je ne me trompe pas, ingénieur, formé notamment à Lausanne, auprès de Julius Natterer, je crois, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez, hein, Jacques, hein. Et qui a aussi un peu une formation en architecture, si j'ai bien vu. Ouais, ça s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Un truc supérieur. En fait, c'était juste une année à Tolbiac avec Schweitzer. Bon, avec Schweitzer, ça vaut 5 années. Ça vaut 6 années. Celui-là, il marche, là? Oui, il marche, ça y est. D'accord. Bon. Vous appuyez sur le bouton rouge. Okay. Voilà. Donc, et qui a également été enseignant à Marseille et à Montpellier, dans différentes ENSA pendant un certain nombre d'années. Donc, ce soir, il est avec nous et je lui passe la parole. Bonjour, donc j'ai 1 heure, hein. Même si on a commencé un peu en retard, je vous tiens jusqu'à 19h49, après vous aurez une demi-heure de questions, réfléchissez déjà à vos questions, hein. Si déjà, je vous le dis très sincèrement, à l'heure du repas, généralement il n'y a plus jamais de questions, et donc dans 1 heure, je ne sais pas si vous en aurez, mais si quelqu'un a déjà une question maintenant, on peut attaquer comme ça aussi, hein. Je suis prêt à répondre même aux questions immédiates. Si je vous vois, c'est mieux, franchement, hein. Ouais. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a une question? Bon, alors peut-être tout à l'heure. Ah, merci, super. Enfin, je m'étais un peu intéressée aux travaux que vous avez réalisés, notamment en bois. Et justement, là, je travaille pour mon mémoire sur le travail du bois de remploi. Je m'intéresse plus spécifiquement dans le travail de l'ingénieur dans la filière. Donc, je ne sais pas si peut-être vous pourriez donner un avis sur peut-être l'avenir du remploi. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences là-dessus ou L'avenir du remploi des éléments en bois? Oui, c'est une bonne question. Il y aura un remploi dans la conférence, mais il ne s'agira pas de bois, mais vous verrez, il y a du remploi. Mais c'est en effet une bonne question. Il faut essayer de faire que ce remploi ne soit pas fait d'une manière perverse. Par exemple, démonter des belles maisons
dans les pays baltes pour venir faire des chalets à Megève avec du vieux bois. Ça, c'est un usage pervers du réemploi. Voilà, c'est toute une société qui montre vraiment son côté le pire dans ce truc-là. En fait, si je n'avais pas un point de vue sur la société, je vais commencer comme ça, tant pis. Si je n'avais pas un point de vue sur la société, je crois que je serais un ingénieur de l'énergie nucléaire en retraite. Mais comme j'ai un point de vue sur la société, eh ben non, en sortie de l'école d'hydraulique, parce que j'ai appris l'hydraulique aussi, je suis ingénieur hydraulicien, j'ai pas fait de centrale nucléaire. C'était la grande saison et ça recommence maintenant. À partir de demain, ils vont refaire. C'est aussi con qu'avant. Et comme c'était très très con, finalement, avec mon diplôme, je l'ai mis dans une armoire et j'ai appris la charpente. Ce que je viens depuis Rome, vous vous rendez compte, pour vous causer, essayez d'être attentif. Alors la première image, c'est le pont Sublicius. C'est une image peut-être un peu imaginaire du pont Sublicius qui existait avant les empereurs romains. Ce pont était sacré et il y avait quelqu'un qu'on appelait le pontifex qui était chargé de l'entretien et de la réparation de ce pont. C'est ce qui a donné le souverain pontife. Et il y a une chose qui est mystérieuse mais très intéressante à mon avis, c'est que dans ces opérations-là, il n'avait pas le droit, d'après les sources dont on dispose, d'utiliser le métal. Pourquoi il n'avait pas le droit d'utiliser le métal? Est-ce que c'est une transposition dans un interdit religieux d'une notion purement pratique? Parce qu'on sait que le bois peut souffrir de la présence du métal. J'avais une barque en bois dont la présence des clous, c'est le métal qui a pourri le bois. De la même manière que le métal pourrit à peu près tout le béton du XXe siècle. Le métal qui est maudit par les Indiens, par exemple, maintenant je dérive un peu, mais n'ayez pas peur, on va y arriver. Quand vous voyez les murailles de Machu Picchu, tout ça, ça a été taillé sans métal. Le métal n'était pas utilisé. Il était, comment dire, interdit. Il y avait un interdit qui pesait d'une manière religieuse sur l'usage du métal. Les Indiens Yanomami disaient c'est normal qu'on ait des problèmes parce qu'on est allé chercher le métal dans la terre. Et c'est là que ça commence le désastre auquel on assiste aujourd'hui. Donc, ce pont Sublicius, il était très connu aussi parce qu'il y a eu l'histoire de Mucius Scaevola qui a détruit le pont pour empêcher les Étrusques de venir. Il a détruit. Aujourd'hui, on est dans une année où je pense que depuis longtemps, on n'a pas détruit autant de ponts que cette année-là. Ce qu'a fait Mucius Scaevola, c'est la même chose qu'ont fait les Russes quand ils sont partis de Kherson il y a 15 jours, où ils ont détruit le pont Antonievski pour empêcher les Ukrainiens de passer, en les maudissant, parce qu'eux, ils avaient détruit le pont de Kerch. C'est-à-dire le pont, on voit tout de suite que c'est aussi un objet stratégique. Et donc, il est à la fois sacré, il est stratégique, c'est quelque chose de très important. Alors, venant d'Italie, l'Italie est renommée pour, on pourrait dire, pour être un pays de pierre, de marbre, de briques, de peinture, de sculpture, mais pas pour être le domaine de l'usage du bois. Eh ben, on se trompe. On se trompe pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, d'une part, il y a ce magnifique pont de Palladio. Le même Palladio qui a fait la Villa Rotonde et tant d'autres villas, il a dessiné ce pont. Inutile de vous dire que ce pont n'est pas l'original de Palladio, il a été reconstruit un certain nombre de fois, mais on peut quand même admirer qu'il est particulièrement bien étudié par rapport à deux choses. La protection, d'une part, de la structure. Alors, vous voyez la toiture là, et un pont couvert, il va durer beaucoup plus longtemps qu'un pont qui est aux intempéries. La plupart des ponts qui subsistent encore aujourd'hui, que ce soit en Suisse, en Autriche ou même aux États-Unis, qui peuvent être
XVIIe, XVIIIe siècle en Suisse et en Allemagne. Aux États-Unis, ils sont plus récents, mais ils sont toujours debout. C'est grâce à la protection. Et cette idée de protection du bois, on va la retrouver pas mal dans ma conférence. Et puis, il y a la deuxième notion, c'est la protection par rapport aux crues, par rapport... donc ici, il y a quelque chose qui est complètement plein. Pourquoi c'est plein? Pour que l'eau sinue entre les différentes piles sans que viennent s'accrocher là des arbres, des choses qui feraient embâcle, qui provoqueraient finalement une montée des eaux et un sinistre. Donc c'est un pont qui est à sa manière parfait. Si on le regarde en coupe, en élévation, on retrouve quasiment le même type de structure que la structure du pont Soblichus. Un autre pont, puisqu'on parlait de pont habité, je ne peux pas ne pas vous montrer le Ponte Vecchio, qui est un modèle et qui est un endroit où se tient encore beaucoup de commerce. Et aussi, on y trouve des changeurs. C'est là qu'on peut acheter des dollars ou négocier de l'or. Et à Paris, on avait le pont au change. Le pont au change qui a brûlé en 1621. Il y avait un pont des marchands, je crois, à côté, qui a brûlé. Enfin, les deux ponts ont brûlé. Et ces incendies de ponts provoquent Voilà, ça c'est le pont qui a brûlé. Ça, c'est le petit pont qui a brûlé celui-là en 1700, qui est vers le Châtelet. Ce qu'on voit, le château, ce n'est pas la Bastille, c'est le Châtelet, qui était aussi une prison, si je me souviens. Donc lui a brûlé et ça a donné ça. Et le feu crée des peurs qui sont irrationnelles, parce que le feu, c'est aussi le feu de l'enfer, c'est aussi des choses qui remontent à loin. Pour vous donner un exemple, la ville de Londres a brûlé en 1666 ou quelque chose comme ça. Il y a eu très très peu de morts, mais elle avait quand même bien brûlé. Mais il y a eu la peste à peu près dans les mêmes périodes. La peste a tué la moitié de la population. Mais dans le souvenir des Londoniens, le feu qui a tué quasiment personne a eu beaucoup plus d'empreintes que la peste. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'irrationnels qui jouent avec ces choses-là, et c'est beaucoup avec ces irrationnels-là que jouent les gens qui disent « Ah ben le bois, ça brûle, c'est dangereux » et tout ça. Là, on est à... Je me présente volontiers comme charpentier. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de différence entre le rôle du charpentier, de l'ingénieur et de l'architecte. Dans l'absolu, si tout le monde fait bien son boulot, si chacun fait bien son boulot, on est tous constructeurs, comme aimait à le dire Jean Prouvé. Et les charpentiers qui ont dessiné, qui ont construit ce pont-là, à Schaffhausen, c'est les frères Grobenmann. Eux, ils avaient le rôle de charpentier, mais c'était de vrais ingénieurs. Ce pont, il semble s'appuyer sur une pile centrale. Mais les charpentiers qui avaient le goût de la performance, c'est peut-être pas leur plus belle qualité, mais bon, c'est comme ça. Ils avaient fait en sorte qu'on puisse sortir la cale qu'il y avait sur la pile centrale pour montrer qu'eux, ils pouvaient porter sur 110 mètres et pas seulement sur 55. Là, on est au XVIIIe siècle, on est au moment de l'apogée d'une certaine forme d'artisanat. Là, vous voyez des vues en élévation. Alors, on ne va pas analyser chaque structure parce que sinon, on y passerait des heures et des heures. Je ne veux pas laisser s'échapper trop le temps. Mais on voit que l'ensemble était particulièrement bien contreventé avec les vues en plan. On voit l'usage des voûtes. On subodore, et je pense que sans se tromper, que s'il y avait de l'acier, il était vraiment très très rare et qu'il ne jouait pas vraiment un rôle essentiel, que l'ensemble des assemblages étaient des assemblages, comme on dit, bois-bois, où la pression se transmet d'une pièce à l'autre. Et puis il y a une espèce d'usage de faisceaux de pièces pour créer un champ de force, plus qu'un trajet proprement dit des efforts. Et c'est quelque chose qui contribue à une grande sécurité. Si on analyse cette structure avec un logiciel de structure, le logiciel ne va jamais donner la bonne solution. Parce qu'en fait, quand on parle comme ça d'un champ de force, suivant la manière dont c'est assemblé là ou là, les forces elles vont quand même cheminer.
mais d'une manière qui est totalement imprévisible, qui est absolument impossible de prévoir, mais on sait que ça fonctionne. Donc, Ludovic me rappelait que quand j'ai fait une conférence il y a maintenant une quinzaine d'années, ou par là, dans une école où il avait assisté, j'avais dit que j'aimerais être un ingénieur qui ne fait pas de calcul et un charpentier qui n'utilise pas de clous. Et merci de me l'avoir rappelé. En fait, j'ai toujours la même conviction. En fait, les calculs ne servent quasiment à rien. Le fameux ingénieur italien Luigi Nervi, qui a fait des merveilles au XXe siècle, il y a des Italiens dans la salle, donc il disait « Merde, il faut faire des calculs, mais pourquoi ? Enfin, c'est vraiment dommage qu'on soit obligé de faire des calculs. » Et voilà. Mais je pense qu'il faut se fier à son intuition. Mais d'où vient l'intuition ? C'est là qu'il faut se demander comment elle se construit, cette intuition. Et à mon avis, elle se construit dans le corps. Elle se construit parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, quelque part à Genève ou ailleurs, qui modélisent le cerveau humain. Ils ont un budget d'1 milliard pour modéliser le cerveau humain. Mais en fait, le cerveau humain n'existe pas s'il n'est pas relié à un corps humain. Et il ne fonctionne pas. Et en fait, il faudrait qu'ils modélisent tout le corps humain. Ça ne marche pas. Et en fait, c'est l'expérience corporelle du contact avec la matière, que ce soit l'acier, le verre, la terre, la pierre, la brique, le bois ou le bambou. C'est cette expérience-là. Le matériau vous informe. Il vous forme et c'est lui qui, petit à petit, nourrit cette intuition. Parce qu'elle ne vient pas, il n'y a pas quelqu'un qui naît, et c'est un génie, c'est Leonardo. Non, Leonardo, il a nourri cette intuition Là, par exemple, les gens qui ont fait ces passerelles-là, ils ont fait ça absolument sans calcul. Ça, c'est un opuscule de l'Institut des structures légères dirigé dans les années 60-70 par Fra Giotto, qui était un célèbre ingénieur architecte allemand, on va dire un constructeur, alors lui aussi. Il montre des passerelles. Alors, vous avez une passerelle en bambou. Je ne sais pas si vous pouvez lire la portée, ça fait 12,50 m. Et vous voyez, c'est une couche de bambou. Et puis voilà, puis il y a des jambes pour tenir là. Celle-là porte sur 24 mètres. 24 mètres avec quelques bambous, mais qui sont disposés là où il faut. J'avais un professeur à Lausanne, Wolfgang Winter. Je lui disais, mais j'aimerais bien apprendre à calculer, parce qu'à l'époque, j'étais angoissé de ne pas savoir le faire, avant maintenant d'être un peu plus détaché. Il me disait, tu sais Jacques, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est que la matière, elle soit là où il faut. Et voilà, là, la matière, elle est là où il faut. Si on revient en arrière, sur la photo qui figure là, on s'aperçoit que c'est une structure spatiale. Donc il y a une espèce de pyramide qui donne une stabilité assez latérale à ces arbalétriers par lesquels cheminent les efforts de compression, comme ça. Et puis celui-là, là passe la traction, et puis les éléments là sont suspendus. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a des nœuds qui ne sont pas vraiment parfaitement canoniques, suivant l'expression consacrée. Il y a une triangulation qui n'est pas... Mais c'est plus joli comme ça, en fait. On peut faire des ponts en bambou jusqu'à 60 mètres de portée aussi, voilà, sans avoir besoin de... On peut tresser le bambou. Il faut juste le... C'est pour vous dire, on n'a pas attendu le lamellé-collé, on n'a pas attendu l'acier pour faire des choses tendues, même si c'est quand même pas mal d'acier. C'est pas mal aussi. Alors celui-là, c'est quelque chose, je vous incite à aller voir des vidéos. Comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas mis de vidéo, je n'étais pas sûr que ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça, parce que pour moi, c'est vraiment une merveille absolue. C'est ce vers quoi il faudrait tendre. C'est une région de l'Inde où les pluies sont très très abondantes. Il pleut à peu près 10 mètres d'eau. Chez nous, il pleut 600 mm en moyenne, entre 600, c'est-à-dire moins d'1 mètre. Chez eux, il pleut 10 mètres. Ça veut dire qu'il pleut quand même pas mal. Et on peut diriger, c'est un soin très attentif, de diriger les racines des figuiers étouffeurs, je crois, c'est comme ça le nom, ou étrangleurs, pour créer petit à petit un cheminement qui fonctionne. Alors si on veut faire une analyse statique, la plupart en traction, hein, c'est une chaînette. Hein. Après, tout ça est stabilisé par un entrecroisement de tous les éléments.
Et le cheminement est protégé puisque c'est quand même des parties un peu fragiles. Et il y a une zone minérale avec de la terre et des dalles de pierre pour protéger les végétaux. Et c'est un pont en pleine croissance, c'est-à-dire ce pont-là, s'il faut, il a 500 ans et il croît, c'est-à-dire il continue de croître. C'est-à-dire, nous, on sait construire, on sait éviter que ça tombe, mais faire en sorte que ça pousse ce qu'on produit, non. Donc, il faut dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement raffiné. Pour moi, c'est le high-tech, ce truc-là. Pour revenir au XVIIIe siècle, Diderot a pris à cœur dans son encyclopédie de faire quelque chose qui, pour nous, est très précieux parce que c'est une espèce d'état des lieux avant ou pendant les débuts de la révolution industrielle de tous les savoirs artisanaux. Son père était artisan, coutelier, je crois. Il avait beaucoup d'intérêt pour ça. Il allait voir, quand il rédigeait l'encyclopédie, il allait voir les artisans. Il essayait lui-même de voir comment on faisait un métier à tisser, comment on faisait ci, comment on faisait ça. Il a retranscrit tous ces trucs-là. C'est très, très intéressant parce que, vous allez voir, je suis un petit peu obsédé quand même par les changements climatiques et autres. C'est quand même le début de cette révolution industrielle. C'est un basculement. On est passé de l'usage de ces savoir-faire à d'autres savoir-faire. En 1840 est arrivé l'acier et on a créé des écoles d'ingénieurs. On a mis une foi immense dans la science et à partir de là, on a commencé à détruire la planète avec tout ça. Donc, c'est intéressant, pas de revenir en disant il faut revenir vers ça, mais d'en tenir compte et de savoir les utiliser. La seule chose qui ne va pas, c'est que dans toute sa bonne volonté, ce qu'il a pu inscrire là, par l'écrit et par les dessins avec les gravures d'excellente qualité, ce sont des savoirs, mais ce ne sont pas des savoir-faire. Le savoir peut se transmettre dans des livres, le savoir-faire se transmet du maître à l'élève, de celui qui sait à celui qui ne sait pas, en guidant une main, en touchant une matière. Et je pense que cette distinction, elle est très importante de la faire. Alors, ce qu'on voit là, c'était des cintres, c'est-à-dire les structures en bois qui aident à faire les ponts en pierre ou en briques, et puis on verra plus tard en béton. Et puis ça, c'est des ponts jusqu'à 20 mètres de portée, qu'il a fait une recension des différents ponts qu'on pouvait construire à l'époque. Pourquoi on ne voit plus ces ponts aujourd'hui ? Parce qu'ils sont tous pourris et tombés dans l'eau, j'ai bien peur. Parce que c'est très très difficile de conserver du bois très longtemps à l'air libre. Il faut être vraiment très très malin pour faire en sorte que ça dure. Ça veut dire que soit on accepte de faire un entretien, et je pense que c'est ce qu'il faudrait, vers là qu'il faudrait aller, soit on dit le bois, ça ne va pas, et on cherche des matériaux éternels, le verre, l'aluminium. Le malheur, c'est que ces matériaux éternels, en fait, plus on veut les utiliser, plus on touche à des ressources, et en plus on va vers un univers qui sera chaque fois moins pérenne. Donc plus on veut avoir des bâtiments pérennes, moins notre société risque de l'être. Alors c'est ce paradoxe-là qu'il faut régir. Il y a eu des moments où, ça c'est un pont fait par les frères Seguin à Romans. C'est une copie là aussi, parce que je pense... Et c'est vraiment très intéressant comme projet, parce que ça unit chaque matériau dans les qualités auxquelles il peut répondre. La pierre qui est là, qui est absolument... qui ne craint pas l'eau et sur lequel on peut venir appuyer le passage ou suspendre les tirants. Les tirants en acier, ce pont-là, c'est le premier pont suspendu de l'histoire de la technique avec des câbles, parce que les Anglais avaient déjà fait des ponts mais avec des chaînes. Une chaîne, c'est assez idiot. Pourquoi c'est idiot ? Parce qu'il suffit qu'un maillon casse et puis la chaîne est foutue. Tandis qu'un câble, on va dire, c'est une structure sociale, c'est-à-dire s'il y a un des taurons du câble qui casse, les 99 autres tiennent encore et le pont tient encore. Donc
C'était un grand progrès dans l'histoire. Et puis, il y a des raffinements dans ce pont-là qui sont vraiment très beaux, c'est-à-dire la poutre qui est une poutre en chêne, là, donc assez durable, qui fait une poutre treillie. Elle donne une rigidité, parce qu'un pont suspendu, il peut avoir une souplesse qui peut être très pernicieuse. On connaît les vidéos, par exemple, de la chute du pont suspendu à Tampico, je crois. Beaucoup de ponts sont tombés, mais là, il rajoutait une rigidité. Et puis, là, in fine, les suspentes qui sont là, on voit des petits éléments là. Et en fait, les poutres qui sont là sont sous-tendues, c'est-à-dire il y a des éléments en acier qui sous-tendent les traverses. Donc il y a un usage vraiment particulièrement pertinent de chaque matériau à la place où il peut être bon. Alors j'ai énormément d'admiration pour Freycinet. Il faut lire la vie de Freycinet, c'est aux éditions du Linteau. Moi, j'ai suivi une formation d'ingénieur où personne ne m'a jamais rien dit de l'histoire de l'ingénierie. J'espère qu'ici, vous savez des choses sur l'histoire de l'architecture. Je sais qu'on vous parle de certains architectes fameux du XXe siècle ou d'autres bien avant. Donc Freycinet, c'était quelqu'un d'une famille paysanne du Limousin. Il avait une connaissance du matériau bois. Il a évidemment inventé le béton précontraint. Et ce cintre-là, c'est tout fait avec des petits bois boulonnés. Il fait quand même 200 mètres de portée. Et là-dessus, ils ont coulé du béton. Donc c'est vous dire la performance que représente ce bazar-là. C'est pour ça aussi que je ne tiens pas à me faire appeler ingénieur, parce que j'ai quand même, malgré ce qui vous ensemble, j'ai un peu de modestie. Et donc, je n'essaie pas de me ranger à côté de ces gaillards-là. Alors, je viens de Rome, mais je viens aussi de Lucca. Et nous venons tous de Lucca. Nous venons tous de Lucca avec un seul C. Moi, je viens de Lucca avec deux C, c'est la ville. Mais Lucca, c'est last ultime. Alors, mon anglais est absolument horrible. C'est last ultime common ancestor. C'est notre commun ancêtre, le premier. Et puis là-dedans, après, ensuite, voilà. Là, il y a les bactéries, les virus, les algues, les machins, les animalcules, les fougères, les algues, les champignons, les crabes, les poissons, les requins, les serpents, les poules, les autruches, machin, l'homme. Donc on est tous cousins. Ça, vous ne le saviez pas, hein, mais enfin vous le saviez, mais il faut s'en rendre compte, il faut le vivre. C'est pas tout de le savoir, il faut le vivre ce truc-là. On est tous cousins. Et vous avez des gens comme lisez les livres de Emanuele Coccia, par exemple, et il en parle très très bien. Métamorphose. Non seulement on est cousins, mais on est fait des autres animaux qui ont existé avant nous. Dans nous, il y a de la baleine, du lézard, du crabe. En plus, il y a 1 million ou plusieurs milliards de bactéries. Je n'existe pas, nous existons. Nous sommes venus quelques millions pour vous faire une conférence. Il n'y a que moi qui parle, mais les autres sont là aussi très actives. Les bactéries, sinon, je serais déjà aux toilettes. Et donc ça, c'est capital. Et moi, c'est l'approche, il me reste encore quelques minutes à parler, c'est bien. C'est l'approche que je propose. C'est une approche, on va dire, animiste, où on voit ces troncs d'arbres et ce sont deux êtres qui sont là, qui ont le même âge que nous, peut-être, ou plus jeunes, et qui ont eu une vie à laquelle il faut peut-être essayer d'en donner une autre, puisque maintenant, ils sont là, couchés. Et donc, ce qui nous importe, c'est ça, c'est le contact. Quand on fait une passerelle en bois, c'est ça qu'il faudrait essayer de sauvegarder. On n'y arrive pas toujours, vous verrez, et même pratiquement jamais. Mais c'est ça l'intérêt d'une passerelle en bois. C'est le contact avec la matière, c'est la manière dont on voit aussi, et on ressent, quand on voit par exemple ce grand porte-à-faux de la branche toute fine, on est en montagne à 900 mètres d'altitude, et quand vient la neige, il faut espérer que les feuilles sont tombées, vous imaginez la résistance, la performance qu'il réalise là pour faire ce porte-à-faux que nous on est absolument incapable, c'est un encastrement que nous on est incapable de reproduire. Donc il faut avoir beaucoup d'admiration pour les arbres. Je reviendrai sur le sujet, mais eux, ça fait 500 millions d'années qu'ils s'organisent, ils ne sont pas capables de bouger, ou très peu, et ils se sont organisés pour survivre 500 millions d'années, et nous, après 100 000, on n'est pas très bien. Alors, quelques concours.
de passerelle, ça c'est un concours que j'ai pas gagné. En fait, personne n'a gagné. Ils ont fini par faire une passerelle de merde en métal qui a coûté aussi cher que celle en bois et qui avait le tiers de la portée. Au lieu de 70 mètres, elle faisait 30. C'est dans les gorges du Verdon. Bon, on l'a pas eu. Alors le principe, c'est une arche. Et c'est bien d'utiliser une arche parce que quand la forme elle s'y prête, c'est très économique. Après, il faut penser à stabiliser parce qu'il y a des points de compression qui peuvent s'échapper à gauche et à droite. Donc, il faut stabiliser. Et puis, raidir. Et là, c'est le garde-corps qui donnait cette rigidité. Le même type de rigidité qu'il y avait avec le treillis sur le pont de Romans. En fait, c'est pas Romans, c'est... bon, je retrouverai le nom, c'est pas grave. Ici, l'arc lui-même n'est pas rigide. Il porte bien, mais il n'est pas rigide. Donc, ça se fait avec la poutre garde-corps. Mais ça ne s'est pas fait puisqu'on ne l'a pas fait. Un autre concours, et c'était une proposition que j'avais faite pour la mairie de Cré avant de m'apercevoir que le maire, c'était un fameux connard. Et il est toujours là en plus. Donc, j'ai retiré la proposition, mais l'idée dans ça, c'est d'encastrer. Parce qu'on ne sait pas, vous avez vu l'arbre, il encastre une branche, mais nous, on ne sait pas encastrer 2 pièces de bois. Mais par contre, si on fait quelque chose qui croise un plan et puis une surface gauche, on crée un encastrement entre 2 surfaces. On n'a pas besoin de créer un encastrement pièce par pièce, mais entre 2 ensemble, on y arrive. Et je trouve qu'il est plus joli que celui qui a été réalisé. Ça, c'est comment des initiatives privées cumulées peuvent faire un objet public intéressant. Et ça, moi, j'y croyais pas, mais ça fonctionne quand même quelquefois. La plupart du temps, quand on a des initiatives privées cumulées, c'est par exemple les banlieues avec les maisons, on ajoute des petits paradis personnels et ça fait un enfer collectif. Mais là, c'est pas comme ça. En fait, c'est des ex-voto dans un temple shinto au Japon. Et chacun a mis un petit portique pour remercier les dieux ou les kami japonais, parce que c'est une société assez animiste, et ça fait quelque chose qui est une expérience vraiment importante quand on franchit ça. Dans un petit concours que j'avais fait pour une passerelle dans le 14e arrondissement, qui n'est pas très loin de l'INALCO, avec l'architecte Vincent Cornu, on avait proposé ça, de faire vivre cette expérience de passer à travers du rouge et tu ressors de là, ouf, comme ça, waouh. Et on n'a pas gagné. Je pense donc la passerelle, le cheminement est suspendu. Il y a quelque chose qui est un treillis, mais les diagonales sont très discrètes, et tous ces éléments verticaux ne sont pas du revêtement, c'est des suspentes qui suspendent le passage. Je pense qu'on n'a pas gagné parce que c'était quelque chose qui se prêtait aux agressions. Ça risquait d'abriter quelqu'un qui avait besoin d'un abri, et ça, c'est la dernière chose qu'une ville devrait faire, abriter quelqu'un qui a besoin d'un abri. Je suis ironique, j'entends. Et maintenant, on arrive au pont construit. Donc, énormément des petits ponts dont on a besoin dans un pays sur les routes départementales, c'est des ponts qui font jusqu'à 14-15 mètres de portée. Et là, j'avais été requis pour faire un petit pont. Je suis allé tout de suite chez le scieur local. J'ai dit, vous pouvez scier jusqu'à combien? Il a fait 12 et le pont devait faire 14. J'ai dit, mais 13, ça pourrait faire? Ouais, 13 à la rigueur. Mais 14? Non, mais si, on va trouver. Donc, mais pas plus. Donc, on a utilisé des pièces de 14. Mais ce que vous voyez là, c'est aussi une voûte, mais très, très, très plate. Les éléments sont assemblés ensemble par le biais de traverses en métal qui servent aussi à tenir le garde-corps. Et puis, bien sûr, comme c'est un pont routier, il fallait porter jusqu'à 10 tonnes, mais j'ai su qu'il y avait des camions de 20 tonnes qui étaient passés dessus. Il faut quelque chose qui fait glissière de sécurité, mais qui pouvait aussi servir pour s'asseoir. Donc, votre serviteur en a profité, vous le voyez, à une époque de sa belle jeunesse. Et le gros problème qu'on a dans des ponts comme ça, on les fait assez facilement. Il y en a 2. Et un premier, je l'ai résolu, le deuxième pas. Je vous le dis très honnêtement. Le premier, c'est d'éviter que le poids de tout ce bois crée une déformation et que, en fait, déjà, quand on le livre, il y a déjà une flèche assez importante. Et là, on l'a fait avec une pré-contrainte. Alors, je n'ai pas
reculer devant l'idée de vous montrer même des détails très très précis, parce qu'il faut constamment, dans cette vie d'architecte que vous allez vivre, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Et que comme ça qu'on y arrive. Et donc, il faut zoomer aussi sur qu'est-ce qui se passe. Là, on dézoome sur le plan, puis on rezoome sur... Ça, c'est un dossier de consultation, je pense. Et là, on arrive sur des détails. Comment ça se passe quand on veut... les pièces qui viennent faire la voûte, il faut qu'elles viennent s'assembler avec les... Puisqu'il y en a une qui fait tirant, une qui fait voûte, une qui fait tirant. Il faut les assembler de manière très costaud. Alors, il y a des ferrures avec beaucoup de clous pour faire en sorte qu'on transmet la compression qui arrive sur l'arc sur la pièce tendue. Et puis, voilà ce que ça donne en coupe. Vous voyez, les pièces comprimées qui sont là et les pièces tendues qui sont là. Et puis ça, c'était un système que j'avais inventé avec des écrous qu'on écarte. Et on écarte les traverses qui sont là. Et du coup, on blinde le pont et on lui redonne une rigidité avant même qu'il soit en service pour retrouver la géométrie initiale. C'est une forme de précontrainte, si on veut. Le problème que je n'ai pas résolu, c'est le problème de l'étanchéité, parce que c'est très très difficile de réaliser une étanchéité sur un support souple, de s'arranger que ça marche bien, et ça a provoqué vraiment des problèmes avec ce pont. Je vous le dis très honnêtement, parce que c'est pas en cachant ces erreurs qu'on fait progresser l'humanité. C'est au contraire, sans en être fier, mais en les exhibant, on dit faites pas ça parce que donc comment faire ça, comment faire mieux. Je vous l'ai dit, voilà. On passe, alors je glisse un peu parce que sinon on va pas arriver dans les temps. Ça c'est un pont qui est très très chéri dans ma mémoire parce que la personne que vous voyez de dos, c'est le maire de la commune. C'est René Féaugier. Il venait chaque jour. La route était un peu longue parce qu'il y a beaucoup de virages. Ils font le rallye de Monte-Carlo dans le coin. Il venait pour donner un coup de main. Il portait les planches et il amenait aussi le café chaud parce qu'il faisait pas très chaud dans ce coin de vallée pour les charpentiers. Là, le pont il est presque fini. Il est entièrement en châtaignier. C'est une zone de châtaignier. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 55 à 60% de feuillus et qu'on utilise en structure 90% ou 95% de résineux. Il y a un problème là. Il faut utiliser les feuillus, il faut savoir les utiliser, il faut retrouver comment on les utilisait autrefois, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus. Quand on dit qu'on va faire Notre-Dame, on va le faire à l'identique, c'est une forme de présomption totale, absurde, parce qu'on ne sait pas faire à l'identique. Personne ne sait comment ça a été fait. On peut faire des modélisations de calcul, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la modélisation de calcul ne dit jamais ce qui se passe exactement. Elles disent seulement ce que toi, tu veux entendre. On les fait tourner jusqu'à ce qu'elles disent ce que tu veux entendre, mais c'est rien. Donc, il venait et c'est lui qui avait, ensemble, on avait comploté pour faire que ça soit en châtaignier avec des petits bouts, parce que dès que c'est en châtaignier, on peut utiliser que des petits bouts. Mais comment faire une arche avec ça? On prend les petits bouts, on les bloque sur des traverses en métal. Là, j'ai pas eu peur d'utiliser le métal. J'ai consulté un organe où il y a je sais pas combien de centaines de gens qui sont payés à pas faire grand-chose, qui s'appelle, à l'époque ça s'appelait le FCBA, je crois, CTBA. J'ai consulté pour savoir s'il y avait un problème avec le tanin et le zinc, des ferrures zinguées. Et à la fin, ils ne savaient pas. Alors je l'ai fait. Voilà. Et les bois, ils ont été abattus par le maire de la commune. Après, il a dit on va attendre un an. Si le pays était gouverné par des gens aussi intelligents, aussi sages, aussi patients, je vous dis, ce pays serait un beau pays. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas, mais... Alors ça donne quelque chose qui tresse des nappes pour obtenir une densité dans un sens et une légèreté dans l'autre. Alors j'ai travaillé avec un architecte et sa contribution au projet, ça a été de me dire « Jacques, il faut mettre un garde-corps ». Alors on a mis un garde-corps. Ça c'est le bois après un an, comme il avait été séché et quand il a abattu les arbres à la fin août,
René, il a dit, maintenant on attend, on laisse les feuilles sur l'arbre, les feuilles vont absorber l'excédent d'humidité du bois et l'an prochain on va le scier, après on fera le pont. Donc il y a tout un savoir, c'est ce que j'appelle le savoir-faire. Ce monsieur, c'est un homme du châtaignier et il a vendu des systèmes avec, comment ça s'appelle, SEB, l'électroménager. Il a développé des systèmes pour faire cuire les châtaignes qu'il a fait breveter, vendu à SEB. Il a juste le certificat d'études. Il a été allé négocier des péréquations entre communes pauvres et communes riches à l'époque avec Nicolas Sarkozy, quand il était maire de Neuilly. Et je peux vous dire que j'étais pas là à l'entretien, mais j'aurais bien aimé assister à l'entretien entre René Féaugier et Nicolas Sarkozy. Et voilà, le pont, c'était une très très belle aventure humaine grâce aux charpentiers et aussi surtout grâce à René Féaugier. Et j'espère qu'il en sort quelque chose. En tout cas, ça a été une très très belle aventure humaine. Et je ne sais pas ce que vous allez construire, vous. Je ne sais pas s'il faut construire quelque chose encore aujourd'hui. J'en suis pas vraiment convaincu. Mais là, je vous laisse un petit silence rhétorique, excusez-moi. Je suis sûr que vous allez faire des trucs, et ce qui compte, c'est pas tellement si vous allez laisser un monument impérissable, genre, non, je vais dire des méchancetés. C'est ce qui va se passer avec les gens avec qui vous allez construire. C'est le dialogue que vous allez avoir avec le maître d'ouvrage, avec même quelquefois les bureaux de contrôle. On ne sait jamais, il y a des gens sympas aussi là. Et c'est ce qui se passe là, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Alors sur les détails, je ne vais pas trop m'appesantir parce que je ne veux pas trop laisser le temps filer. Voilà une vue en élévation. Voilà le platelage qui sert à contreventer. On a vu qu'il était en train d'être posé quand j'ai fait la première photo. On voit qu'il y a quand même du détail à produire. Quand je parle de zoomer, dézoomer, il y a ça, il y a des articulations, il y a des choses comme ça. L'intéressant de voir, on voit le massif en béton. En fait, c'est un pont qui a été construit. On a mis à peu près la valeur de 4 sauts de béton, quoi, aux 4 pieds, et puis c'était fini, quoi. Donc, parce que la roche était là, on n'a pas fait on n'a pas creusé de fondation, on s'est tanké, comme on dit, dans le sud sur la roche, et voilà. Donc, si on dit que l'idée aujourd'hui, ça serait d'arrêter de mettre du béton à partir de demain, enfin, je vous l'ai dit au cas où vous ne seriez pas au courant. En fait, ce pont-là, il est déjà un peu en avance parce qu'il en utilise très, très, très peu. Voilà. Alors, on y passe dessus avec des petits tracteurs pour ramener la récolte de châtaignes. Une fois, j'y étais là. Il y a des dames qui sont passées. Elles ont passé sur le pont, là, puis elles ont dit, mais on est venu voir la passerelle. Mais elle est où, la passerelle? Enfin, voilà, c'est pour dire, c'est aussi quelque chose qui est très discret dans le paysage. Je passe un peu sur les détails. Là, on voit que là aussi, on a fait une étanchéité avec des petites pentes pour faire en sorte que l'eau s'échappe. On le laisse s'échapper sur les côtés. Il y a une couvertine. Là, j'ai pas eu une mauvaise nouvelle. Sur l'autre, j'ai eu des mauvaises nouvelles. Mais sur celui-là, j'ai pas eu une mauvaise nouvelle jusqu'à présent. Après, c'est un pont qui a une vingtaine d'années aujourd'hui. Là, c'est aussi dans l'Ardèche. Tout ça, c'était fait grâce à des organismes de défense du bois qui venaient me contacter pour dessiner des passerelles. Alors, l'architecte jouait dans cette histoire un rôle assez mineur parce qu'on venait me trouver moi, je dessinais une passerelle, on faisait accepter le projet par la mairie et après, on allait pêcher un archi. Alors, c'était pas très, très génial comme dispositif parce que l'archi, il fallait qu'il soit, tu vois. Et une fois, on a essayé de faire autrement, mais le projet, il n'a pas abouti, parce que j'en avais marre, moi, d'avoir des archis qui étaient là, un peu vaguement consentants et rien d'autre. Et ça, c'est un pont dans une... J'ai vu qu'il y avait un prix dans la construction en bois, là, cette année, c'est à peu près le même système, sauf qu'il est 3 fois plus large. Mais c'est le même système statique. Je ne dis pas qu'ils ont copié, non. Mais j'ai fermé mon site, comme ça... Il n'y a plus de problème, parce que c'était un site où il y avait beaucoup d'abeilles qui venaient butiner sans que je profite du miel. Et donc, on voit il y a des tractions. Alors, le problème qu'on avait, c'est des fleuves dans ces zones, ils sont très, très capricieux. Là, il est bas, mais ils pouvaient monter jusque-là. Donc, il n'était pas question de descendre en dessous. Du coup, on utilise comme moteur statique ça.
avec un système sous-tendu aussi. Et puis, il y a une toiture qui protège, du coup, il n'y a plus de problème d'étanchéité. Et ça relie d'une manière très intéressante l'ancien village et puis le village nouveau. Mais sans chercher à s'imposer, parce que c'est pas l'idée hein, de faire un objet, c'est juste laisser passer. Et seulement des piétons et des vélos, pas des voitures, bien sûr. Hein. Alors, comment c'est réalisé là, on voit mieux la sous-tension, on voit mieux le garde-corps, la poutre supérieure qui est plus grosse que celle du bas parce qu'elle est plus contrainte. Celle du bas, elle porte seulement de 5 mètres ou 6 mètres à 6 mètres. Celle du haut, c'est une poutre qui porte sur toute la longueur, sous-tendue comme elle l'est, avec des détails qu'il a fallu trouver. En fait, ici, c'est des éléments métalliques, mais c'est des détails avec des mortaises. On retrouve des éléments du langage aussi de la charpente traditionnelle. En utilisant l'acier comme là où on en a besoin, évidemment, pour être le plus fin possible. Et voilà, ce qui permet d'avoir avec des diamètres de, 25-24 mm. Alors, quand on parle de pont, c'est la chose vraiment importante. C'est comment on fait les ponts. Si vous vous intéressez aux ponts, vous verrez qu'il y a des techniques de poussage de ponts. Quand on fait des grands viaducs, c'est le problème essentiel. Alors, il y a des grandes machines qui s'avancent, qui viennent se poser sur la pile, et puis on glisse. Enfin, le lancement d'un pont, c'est vraiment... On ne peut pas dire on le dessine et après pour le levage, on verra. Il faut que dans la conception du pont, le système de levage soit déjà intégré. Sinon, c'est comme vouloir faire la révolution sans avoir un fusil, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Donc, voilà, tous les détails sont là, avec combien de boulons, combien de broches, combien de trucs. Et puis, en bois, on ne sait pas stabiliser, on ne sait pas encastrer. Je vous l'ai déjà dit, l'arbre, lui, il sait, nous, on ne sait pas. Donc, ici, à l'extrémité, il y a un cadre qui est un cadre métallique. Et tous les efforts latéraux, ils sont repris par la toiture. La toiture fait une espèce de diaphragme, de poutre vent horizontale. Parce que c'est une chose très importante à savoir, c'est que les ponts, ils doivent pouvoir reprendre des efforts latéraux très violents. Il y a une norme qui dit que c'est équivalent à 200 kg par mètre carré. C'est beaucoup plus qu'un bâtiment normal, parce qu'il n'est pas question de dire le jour où il vente, le pont, il s'en va. Donc, il faut vraiment intégrer aussi cette donnée des efforts latéraux dans la conception d'un pont. Sinon, tout ce qu'on n'intègre pas au début, on est obligé de l'intégrer après. Quand on l'intègre après, on rajoute des éléments. Au lieu de faire un ensemble, on fait quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose. Et l'architecture, c'est quelque chose, moins quelque chose, moins quelque chose. C'est pas quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça veut dire qu'il faut intégrer un maximum de données au début. Là, c'est par rapport au réemploi. C'est un pont que j'ai construit pour 2 fois moins cher que le pont acier qui était proposé par la DDE. La DDE refaisait des piles en béton, remettait des poutres en acier. Et puis, c'est bon comme ça. Et, sauf que la mairie, elle n'avait pas la moitié de l'argent que nécessitait ce projet en acier. L'idée, c'était de réutiliser une pile qui existait parce que le pont avait été emporté par l'Ardèche. Et je crois que c'est l'Ardèche qui coule là, c'est sur la route entre Privas et Le Puy, à Barnas. Et donc, il y avait un pont, une partie du pont existante avec le fameux dos d'âne. Pourquoi il y a un dos d'âne? Parce que on faisait beaucoup de ponts, on les appelle les ponts romains, mais la plupart du temps, ils sont romans au lieu d'être romains. L'histoire des ponts, de toute façon, vous n'avez qu'à avoir la collection de billets de banque entre 5 et 500 €, je ne l'ai jamais vu, mais bon, ça doit exister. Et vous avez tous les progrès. Donc, je crois, le 5 €, c'est celui-là. C'est le pont en plein cintre. Donc, ça fait un dos d'âne. On peut dire c'est embêtant parce qu'il faut monter et descendre. Mais on peut dire aussi c'est bien parce que l'avenir, je vous le dis, il est à la lenteur. Il n'est pas à la vitesse. Donc, si on apprend au passage du pont, si on apprend les vertus de la lenteur, quand on s'arrête pour regarder le paysage, parce que c'est un pont à simple voie et il n'y a pas tant de monde, c'est toujours ça de gagner sur la lenteur. Donc, moi, j'ai repris le même profil en dos d'âne. J'en ai profité pour gagner de la hauteur statique et j'ai fait ça. Donc, c'est-à-dire, là, on réutilise la pile, on y met un appui comme il faut.
Là, on met une poutre sous-tendue avec des arbres à l'étrier, c'est les garde-corps encore une fois, et puis les tendeurs. Et puis on retrouve un dodane et un deuxième dodane. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quand même une belle pente. J'ai dû vérifier qu'on pouvait passer avec une voiture sans que la voiture touche. Et même une Porsche, moi j'ai pas de Porsche, hein, mais on ne sait jamais, hein, ça peut venir. Et même une Porsche, elle ne racle pas quand elle passe l'angle. C'est intéressant. Ça dépend combien de personnes dans la Porsche, bien sûr, mais bon. Et donc j'avais essayé tout ça et ça marche bien. Tout ça, c'est pas fait avec du bois local. Enfin, c'est du douglas collé. On peut dire que c'est une forme de bois local. Et le châtaignier, on l'utilise. Là, vous voyez les poutres nues, on va dire, avec le système de sous-tension. Et le châtaignier, il est utilisé là pour faire des ventelles. Alors les ventelles, elles ont le rôle de protéger la poutre des intempéries, mais en même temps, sans l'enfermer. Si vous lisez la normative sur le bois, vous avez 500 pages qu'on peut résumer en trois phrases. Donc ne lisez pas la normative sur le bois. Ça dit, le bois, il faut qu'il puisse bouger. Quand il y a de l'eau, il faut qu'elle puisse échapper. Et le bois, il faut qu'il respire. Tout ça, on peut résumer en une seule phrase. Le bois est vivant. Moi, il faut que je puisse bouger. Il faut me protéger. Et il faut que je puisse respirer, moi aussi. Vous voyez que cette fraternité qu'on a, finalement, on la retrouve aussi dans les précautions qu'on doit prendre avec une structure en bois. Et que si on a ça dans la tête, on ne se trompe pas. Si on a la normative en tête, on se trompe. Parce qu'on oublie toujours la page où justement c'est écrit cette histoire-là. Et voilà. Donc ça donne ça, qui restrit un petit peu la chose. Ça la fait un peu digérer la poutre parce qu'elle est un peu mastoc. Mais bon, c'est un pont routier de 40 mètres et en bois et il n'a pas des masses. Après, on peut s'interroger, et je ne manque pas de le faire, sur... Vous voyez, on a fait des ponts, il y en a un dans un petit village, mais la plupart du temps, c'est dans des lieux qui sont assez ruraux, on va dire. Donc on peut s'interroger si c'est pertinent, d'une part, de faire des ponts en bois quand les charges portées sont trop lourdes. C'est-à-dire, finalement, un pont en bois, s'il doit porter des camions, ce n'est pas forcément une très bonne idée parce qu'il faut peut-être mieux apporter un peu de masse. Et la pierre, c'est très bien. Je n'ai rien dit du béton. Le béton, de toute façon, on n'utilise plus à partir de demain, vous êtes d'accord. Mais la pierre, on peut faire de belles choses. Et puis, il y a une autre chose que je n'ai pas l'occasion de vous montrer là, mais j'avais fait un concours avec Tectonique pour le site de Confluence à Lyon. On avait proposé une passerelle en bois. Et j'en ai fait un autre à Figeac aussi. Voilà, on avait visité le site avec M. Mimram, mais c'était tellement clair que le concours était déjà attribué à M. Mimram que... mais bon... mais il a fait un joli truc, hein, je n'ai rien dit de mal. Hein. Mais c'est quand on recherche une légèreté, une finesse. Par exemple, il y a des huluberlus qui ont voulu faire une tour en bois de 300 mètres de haut. C'est idiot. La tour Eiffel existe, elle est parfaite. Et pour ça, il faut le faire en fer, ça va très bien, sauf qu'il faut le repeindre tout le temps. Mais voilà, il faut avoir quand même, il ne faut pas avoir une espèce d'absolu que le bois doit être là pour résoudre toutes les questions. Je profite de ce pont pour vous le dire. Mais là, bon, c'était en milieu rural et il a bien répondu à la question. J'ai dit au maire, mais c'est quoi, là, il n'y a qu'une voie, mais c'est quoi le poids des véhicules? Il y a des idiots là qui passent avec des 4x4. On me dit, ah ben ouais, il y a des chasseurs. Hein. Après, on est monté dans sa voiture pour aller voir le site, c'était un 4x4 lui aussi. Je manque quelquefois de diplomatie. Alors là, vous avez tous les détails, mais il va falloir glisser, parce que c'est pour vous dire que ça vient comme ça aussi. Hein. Il faut se pencher sur les détails. Ça, ce sont des pins laricio. Les pins laricio, c'est des très, très, très beaux arbres qu'on trouve principalement sur l'île de la Corse. Et ils sont à la fois très rectilignes, très beaux, très costauds. Et du coup, quand il a fallu faire un pont, une passerelle en Corse, on a utilisé le laricio. Alors cette passerelle, la structure primaire est faite en laricio, et puis les autres éléments de revêtement sont faits en châtaignier. La première chose que j'ai faite avec Olivier Gaujard, qui m'invitait pour faire ce projet, c'est d'aller voir les scieurs de châtaignier pour voir quelle section, quelle longueur on pouvait faire. Et
on avait très très peu de données parce qu'il y avait déjà un dossier qui avait été fait par l'ONF. L'ONF, en tant que maître d'œuvre, avait dessiné une passerelle avec des poutres en acier de 1,50 m de haut, de 27 mètres de long, qui devait peser un âne mort. Et puis ils avaient trouvé judicieux de mettre un bardage en bois devant. Et donc, ce qu'avait obtenu Olivier Gaujard, c'est qu'on puisse consulter avec une variante qui serait une structure bois, variante que j'ai dessinée. Et à l'époque, on n'avait aucune donnée sur le terrain, parce qu'évidemment, pour mettre une poutre en acier, on n'a pas besoin de données. En fait, l'étude avait été faite, c'était ni fait ni à faire, ce qu'avait fait l'ONF. Et si on avait su vraiment les données précises sur le terrain, on aurait peut-être pu éviter d'avoir des tyrans et faire aussi quelque chose qui vient se bloquer, se tanker sur les dérives. Mais comme on n'avait pas, on a bien été obligé de faire des tyrans. Alors les petits détails que vous voyez là, c'est des détails d'assemblage à queue d'aronde qu'on peut faire aujourd'hui mécaniquement très, très facilement et qui ont l'avantage de ne pas apporter de métal. Le nœud central, je ne vous dis pas, mais j'ai eu du mal à le dessiner parce qu'il y a je ne sais pas combien de pièces qui arrivent là. Et d'un côté, il y a 100 tonnes et de l'autre côté, il y a 100 tonnes en traction. Donc, il faut assembler tout ça. Et là, les petits gradins, c'est ce qui permet de venir poser le platelage de châtaignier pour venir à la fois bien cheminer, bien sûr, mais aussi relier et protéger la structure primaire. Parce que le laricio n'est pas aussi résistant que le châtaignier aux intempéries. Voilà le nœud central qui m'a donné pas mal de fil à retordre pour être le moins lourd possible et le plus petit possible, sachant qu'il faut aller assembler ce bois-là. Et donc l'objet du DCE, c'était de faire une passerelle de 1,20 m de large. Mais nous, pour moins cher donc, que la solution en acier d'1,20 m de large, on a rendu ça. Donc en bas, elle fait 6 mètres de large, après ça s'est tréci, et puis ça serait élargi. Et j'ai choisi cette photo pour illustrer la conférence parce que c'est celle qui nous conduit vers la forêt, mais c'est aussi celle qui suggère que le bois est venu de la forêt. Ça suggère un échange, ça suggère un passage. Et c'est ça qui est intéressant dans les passerelles. Bon, je vous passe les photos, le soleil fait des jolis effets. Et là, on était tout contents. C'était le test demandé par le bureau de contrôle, un test de chargement. Il a demandé que 15 personnes viennent. Alors, pour vous donner un peu le ridicule de la chose, les 15 personnes en question, d'une part, n'étaient pas forcément obèses comme moi, mais en même temps, elles devaient faire tout ensemble à peu près 2 ou 3% du poids propre de l'ouvrage. Donc, effet nul, sauf de faire une belle fête où on s'est réunis tous pour fêter la fin de l'ouvrage, le maître d'ouvrage, Olivier, mon associé, le charpentier, son papa. J'ai oublié de vous dire, mais la passerelle d'Ajoux, celle en châtaignier, le papa du charpentier qui était à la retraite est venu pour donner la main aux 2 frangins, à ses fils, parce qu'il était enthousiasmé par l'ouvrage. Si vous suscitez l'enthousiasme à faire revenir de sa retraite le papa, c'est que vous avez gagné quelque chose. C'est qu'il y a un engagement et c'est ça qui est important. On était contents, voilà. Alors, je vous passe les détails, mais juste pour vous, quand même vous montrer, ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Vous vous rendez compte? C'est moi, hein? Après, l'archi, elle était sympa, mon associée. Mais elle a dit, mais ce pont, il est tout droit, là, mais là, les gens, ils arrivent du parking et après, ils vont vers le sentier de balade. Ça serait mieux s'il était en biais. J'ai dit, t'as raison, Adela, c'est vachement mieux. Mais en fait, j'ai dû dessiner chaque pièce de métal 4 fois, parce que sinon, au lieu d'en dessiner une, j'en dessinais 4, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus complexe, la géométrie, un enfer. Et là, bon, j'espère que ça se perçoit, le biais, mais bon. Voilà, et là, on voit les assemblages, c'est pour tenir le garde-corps, donc ça vient se mettre avec la queue d'aronde, donc c'est l'assemblage bois-bois, ça vient se mettre là, et après, on le tient, et comme ça, on bloque le garde-corps pour le tenir, parce que... Et ça, c'est le dernier concours que j'ai fait, c'est à Ravenna. Ivan Illich, lisez Ivan Illich, laissez tous les livres que vous êtes en train de lire, si jamais vous lisez un livre, parce que je sais que c'est pas trop la mode, mais c'est pas grave. Alors sinon, c'est le moment de commencer à lire. Lisez Ivan Illich, œuvre complète chez Fayard. Il explique dans Énergie et équité, mais lisez aussi la convivialité. Il explique que quand on crée un cheminement, ben on en supprime d'autres.
vous créez une autoroute, le gars qui doit aller à Sonchamp, il faut qu'il fasse 10 km pour aller à Sonchamp parce qu'il y a une autoroute en travers. Et en fait, il faut se demander pour qui on construit l'autoroute et contre qui aussi on l'a construit. Et là, quand ils ont fait le pont, quand ils ont fait la station de Ravenne, c'était l'ancienne capitale, c'était la capitale du dernier empereur romain. Et quand est arrivée la République, ils ont fait, comme dans toutes les villes, la République est arrivée par le train, ils ont fait la voie qui a coupé la ville, le centre-ville du port. Et le port, Ravenne, c'est un port. Un port, il vit de sa liaison avec la mer. Mais aussi, il y a aussi l'idée d'aller à la plage. Donc, l'idée, c'est de faire une passerelle qui recoue, parce qu'il y a des ponts plus loin, mais qui recoue pour les piétons, pour les vélos, le centre-ville, avec d'une part un parking qu'on nous demandait de faire, et puis ce truc-là qui devient une promenade sur le bord de la Darse. Bon, on n'a pas gagné. C'est un très très long pont. On a fait des appuis au niveau des voies plutôt que de chercher la performance et de faire un pont de 100 mètres de portée. Donc il y a des piliers en fer. Et puis on vient mettre des éléments qui sont préfabriqués et déjà étanchés pour les greffer sur ça. Bon, voilà, je vous le montre parce que c'est un peu le dernier projet que j'ai dessiné avant de prendre ma retraite. La traversée des frontières est un livre de Jean-Pierre Vernant, qui est un historien spécialiste des mythes, des mythologies grecques, qui était aussi un résistant assez courageux, il faut bien dire. Un homme très estimable. Et dans ce livre, il y a un texte qui figure à la fin, qui est gravé sur une plaque du pont de Kiel, je crois, qui est le pont qui sépare la France de l'Allemagne. Et ça dit « Passer un pont, traverser un fleuve, franchir une frontière, c'est quitter l'espace intime et familier où l'on est à sa place pour pénétrer dans un horizon différent, un espace étranger, inconnu, où l'on risque, confronté à ce qui est autre, de se découvrir sans lieu propre, sans identité. Polarité donc de l'espace humain fait d'un dedans et d'un dehors, ce dedans rassurant, clôturé, stable, ce dehors inquiétant, ouvert, mobile. Les Grecs anciens nous ont exprimé sous la forme d'un couple de divinités unies et opposées, Hestia et Hermès. Divinités qui s'opposent, certes, mais qui sont aussi indissociables. Une composante d'Hestia appartient à Hermès. Une part d'Hermès revient à Hestia. C'est sur l'autel de la déesse, au foyer des demeures privées et des édifices publics, que sont, selon le rite, accueillis, nourris, hébergés les étrangers venus de loin, hôtes et ambassadeurs. Pour qu'il y ait véritablement un dedans, encore faut-il qu'il s'ouvre sur le dehors, pour le recevoir en son sein. Et chaque individu humain doit assumer sa part d'Hestia et sa part d'Hermès. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dedans et par lui, demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre, entre les rives du même et de l'autre. L'homme est un pont. Et je trouve que c'est un beau texte. Ça fait penser à tous les fleuves frontières. Il y a énormément de fleuves frontières. En 92, c'était la guerre entre la Croatie et la Bosnie. Et les gens se sont assassinés volontiers et ils ont détruit le pont de Mostar, qui est une merveille, lui aussi en plein cintre. Donc ça, c'est le pont de Mostar en 92. Et puis quelques années après, on a reconstruit le pont de Mostar. Il y a un très beau documentaire sur la reconstruction. Je vous le conseille parce qu'au niveau technique aussi, c'est très intéressant. Bien sûr, au niveau politique et humain aussi. Et voilà le nouveau pont de Mostar. Donc il y a on va dire, de belles histoires qui commencent mal et qui se terminent mieux. Puis il y en a qui se terminent mal. Donc parmi les fleuves frontières, il y a Rio Grande. Donc la photo, là, je ne vais pas la mettre trop longtemps parce que ça fait mal à tout le monde, mais il faut la montrer. Ça, c'est un père et sa fille. Ils sont noyés dans le Rio Grande. À cet endroit-là, il n'y avait pas de pont et puis ils n'étaient pas accueillis. Les gens, ils étaient plutôt vers Hestia que vers Hermès. Et des ponts, il en faut parce que là, c'est au Pakistan, vous le savez peut-être, mais au Pakistan, il y a eu un moment en septembre où le tiers du pays était inondé. Donc ils ont construit ces trucs-là pour franchir. Là, on ne se demande pas si on le fait avec le bois, l'acier, il faut passer. Pour aller où? C'est la question. Donc il y a énormément de questions qui se posent par rapport au fait que
on parle beaucoup de 200, 500 millions ou voire 1 milliard de gens qui vont être déplacés climatiques et qui n'ont pas de statut légal. Parce qu'il n'y a pas de statut dans les normes internationales pour ça. Moi, ça me soucie. Et donc, maintenant, j'ai fait une conférence à Marseille. Je me suis aperçu que les projets sur lesquels je travaille, j'y passe en moyenne 200 heures. Et là, je travaille depuis maintenant 3000 heures ou 4000 heures à un autre projet qui est un pont, d'une certaine manière. Parce qu'il y a des collapsologues et des effondristes qui disent voilà ce que ça va devenir, l'humanité. Il y a des gens qui disent il n'y a qu'à faire des centrales nucléaires et puis on va avoir des autos électriques. Les institutions, les États et tout ça me prouvent allègrement depuis 50 ans qu'elles ne sont pas ni à la hauteur, ni dimensionnées, et ni en aucun cas capables de résoudre cette question. C'est à nous, c'est à vous, c'est à nous tous ensemble de résoudre cette question-là. Il faut arrêter de faire confiance à la moindre institution, même guidée par le président le plus intelligent du monde, comme celui que nous avons. Là, ce que vous voyez, c'est des véhicules thermiques qui sont au rebut. Mais ils ne sont pas au rebut parce qu'ils sont thermiques, ils sont au rebut parce qu'ils sont radioactifs. C'est à côté de Fukushima. Donc tout ça, ça m'intéresse. Et depuis 2 ans, je travaille. C'est quelque chose qui s'apparente il faut que je retrouve mes notes pour rien oublier, mais s'apparente à une... comment dire, à une quête. C'est un peu comme une thèse que je ferai, mais c'est une thèse sans directeur ni jury. Je ne crois pas que je supporterai ni l'un ni l'autre. On peut dire que c'est une étude de faisabilité, à la fois économique et technique. On peut dire que c'est une encyclopédie, j'ai parlé de Diderot, pour une révolution qui serait à venir. C'est une mosaïque parce que je fais des petits textes qui sortent 2 fois par semaine et j'en suis au numéro 212, il y en aura 1000. C'est une mosaïque à composer ou à redécouvrir. C'est un puzzle à la Georges Perec qui serait non pas pour une vie mode d'emploi, mais pour un monde mode d'emploi. C'est comme une tapisserie, sachant que la trame, c'est l'existant et nous, on vient mettre la chaîne dans tous les sens du terme, la chaîne qui nous relie, mais aussi la chaîne qui fait exister le tissu. Et c'est aussi un feuilleton, comme les feuilletons du 19e siècle dans les journaux, où sortaient les romans de Balzac, de Jules Verne, de Jeanne Sue ou d'Alexandre Dumas. Et ça sort 2 fois par semaine. Et donc je vous invite à me suivre dans ce feuilleton palpitant. Le 3e tome va sortir avant Noël. Et ce sera le 3e tome des traces, avec les traces jusqu'à 210, une édition commentée. Donc, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire. Et j'ai 4 minutes de retard, je suis vraiment désolé. C'est le temps pour se faire cuire un œuf et allez vous faire cuire un œuf. Je vous remercie. Bon, alors maintenant, moi j'ai une question. Et est-ce que vous avez des questions? Il y a un certain nombre d'entre vous que je vais revoir demain, je pense, à l'atelier de Ludovic et Karim. Donc ils auront le temps d'avoir mijoté leurs questions. Et s'il y en a d'autres qui ont des questions tout de suite, c'est maintenant. Oui? Où apprendre? Savoir-faire sur le bois. Et donc, il y a plein d'étudiants en architecture ou ingénieurs qui sont allés me voir pour me demander des adresses d'entreprises de charpente. Et il y en a certains que j'ai revus sur des chantiers qui étaient ravis. Il y en a d'autres qui m'ont écrit 3 ans après « Oh, c'est super, j'apprends la charpente, quel plaisir ». C'est ouvert aux garçons et aux filles et aussi tous les trucs LGBTQI. Je méfie, il faut être politiquement correct. Et donc c'est ça, ça s'apprend en faisant. À un moment, par exemple, à l'école de Grenoble, ils avaient organisé des formations pour aller jusqu'au CAP de charpente. Il y a des écoles qui organisent ça. Il y en a d'autres, ils vous laissent libre de le faire avant, après, pendant. Il y a des gens qui s'interrompent l'école d'archi pendant 2 ans et après, ils apprennent la charpente et reviennent à l'école d'archi avec une autre approche plus riche. Et quelquefois, c'est bien d'interrompre aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut interrompre définitivement le cursus, mais
de le maturer, de le faire maturer dans un contact avec une réalité pour repartir vers... à lire. Ça, c'est le vécu. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien entendu. Donc, oui. Vous parliez d'un contexte plus animiste tout à l'heure, oui. Ça m'a fait penser au fait que le bois n'est pas seulement une matière technique, mais comme vous le disiez, de nombreux êtres vivants avec toutes leurs spécificités. Et je n'ai pas la sensation que ce soit en charpente, en ingénierie ou dans l'architecture, qu'on en prenne vraiment la mesure de la diversité et de la manière dont ça pousse, dont c'est géré. Et donc, je me demandais où est-ce qu'on pourrait apprendre vraiment le détail de ces informations-là. Il faut vivre dans les bois. Il faut lire les traces. Je peux vous les envoyer en PDF parce que ça parle de sylviculture, ça parle de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais après, on est dans une situation historique où les problèmes sont très nombreux. Ils croissent de jour en jour. Mais ce qui est consolant, c'est qu'il y a aussi un nombre de gens de toutes spécialités, philosophes, anthropologues, sociologues, urbanistes, paysagistes. Il y a un très très bon jardinier paysagiste qui était là parmi vous pendant les premières minutes, mais il a dû s'échapper. C'est Éric Lenoir qui est venu faire l'intervention cet après-midi à l'école. Et il y a une convergence incroyable. Il y a des gens qui disent, mais il y a 10 ans, on arrivait à lire à peu près tout ce qui concerne les problèmes de l'écologie, de la planète, tout ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas parce qu'il y a une explosion de publications. Quelquefois, bien sûr, il y a une certaine redondance, mais il y a une richesse de points de vue qui est hallucinante. Et moi, pourquoi je fais ça avec un pareil enthousiasme, c'est parce que c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour conjuguer une certaine lucidité et une certaine ardeur de vivre, d'apprendre, de travailler. Parce qu'on peut se cacher les yeux et puis voilà, tout va bien. Ou alors on peut juste regarder ce qui se passe et puis dire « ça va pas » et aller vers l'éco-anxiété, tout ce qu'on veut. Mais si on fait quelque chose, d'aller aider à construire un truc dans une ZAD, par exemple, je vous dis par exemple, hein, ça peut être une bonne idée, là on rentre dans la matière, on fait quelque chose et là, du jour au lendemain, cesse l'éco-anxiété. Parce qu'on participe, on fait. Et si tout le monde fait ça, ça ira bien, je vous le dis. Je crois que simplement, il y a énormément de points de vue à faire basculer, mais les feuilles mortes à l'automne se chargent en sucre, en couleur, elles deviennent très belles. Et puis tout d'un coup, ça tombe. Et c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se nourrissent là. De pensée, de réflexion, d'action, et puis à un moment, il y a quelque chose qui va tomber. Je ne vous dis pas quoi, mais ça va faire quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'ai débordé. Ludovic, tu avais mijoté des questions, toi, non? Non, pas trop, mais il va y avoir dans la ouais. Une autre? Oui. Il faut mettre le micro, sinon je vais te passer celui-là. Ah oui, oui, bien sûr. Celui-là, il fonctionne. Oui. Dans tous les exemples que vous avez montrés, c'était du bois massif et rarement, ou alors j'en ai pas vu, mais des poutres en lamellé-collé. Si, il y avait des poutres en lamellé-collé. Par exemple, le concours pour le Verdon, ce sont des arcs en lamellé-collé. C'était un concours conception-construction avec Ocilva. Donc, un peu obligé, mais aussi un arc comme ça, on ne sait pas faire en bois massif. Le pont de 40 mètres, il est fait en bois lamellé-collé. La passerelle sous-tendue avec les deux niveaux, c'est aussi du bois lamellé-collé. Mais moi, mon mouvement, c'est d'aller vers... Alors, il y a un tronc. Est-ce qu'on peut résoudre la question avec un tronc? Oui. Alors, par exemple, j'ai fait un gymnase avec 30 mètres de portée, que des troncs d'arbres. Pour faire tout, les poteaux, les poutres sous-tendues, bien sûr, mais quand même. Si on ne peut pas, on scie le bois et puis on voit l'assembler pour faire des structures triangulées. Et puis si on ne peut pas, on utilise du bois lamellé-collé. Si on ne peut pas, on sait qu'il y a aussi des panneaux, que ça peut être intéressant de faire travailler des panneaux. Voilà. Mais d'aller toujours du bois le plus brut vers le bois le plus industriel. Aussi pour une raison que j'ai mentionnée dans la petite notice que je vous ai envoyée, c'est qu'aujourd'hui, le bois est devenu le matériau idéal pour le greenwashing. Donc
les pires projets, on les affuble d'une structure en bois et c'est bien. Par exemple, c'est le bâtiment de LVMH dans l'enceinte de Polytechnique. Alors c'est du bois, donc tout va bien. Et ça me met en rage parce que c'est absolument pas ce vers quoi il faut aller. Ce vers quoi il faut aller, c'est la prise de conscience de ce qu'on fait. Quand j'ai rencontré Natray en 86, il était conscient que l'usage du bois pouvait un petit peu stocker du CO2. Alors, il y a des gens qui ont vécu là-dessus, sur cette idée-là depuis 30 ans, mais c'est absolument insuffisant. Et ce qu'il faut, surtout, c'est être conscient du transfert d'un être vivant, de son milieu, vers le projet. Si on commande des panneaux qui sont faits en déforestant la Roumanie ou les pays de l'Est, et ça arrive et ça devient du bois, c'est merveilleux, c'est l'erreur totale. Si on fait un projet en faisant glisser le bois de la montagne pour faire une école, comme je voulais le faire dans le Grésivaudan, j'ai pas recueilli l'assentiment. En fait, et puis le jour où le tronc descend, on fait la fête parce que le tronc, il descend pour faire l'école et tout le monde sait que c'est bien de faire une école ou pense que c'est bien, donc ça a du sens. Ça a du sens de faire un petit trou dans la forêt pour faire une petite école dans le truc. Et là, on relie les choses. Tandis que sinon, on ne sait pas, à quoi on participe quand on commande du bois en grande quantité pour faire n'importe quoi, des gratte-ciel, enfin voilà. Et c'est ça qu'il faut. Et ce contact, ce rapprochement entre le tronc d'arbre, la forêt et l'usage, c'est ce vers quoi il faut tendre. Ça marche aussi pour la pierre, ça marche aussi pour la terre, ça marche aussi pour tous les matériaux. Peut-être vraiment de travailler à petite échelle dans le local. Ça marche aussi pour les carottes et les choux, ou les tomates. C'est pas la peine de faire venir de Hollande. Voilà. Et ça, c'est peut-être aussi un des cœurs de ce que j'ai à dire dans l'histoire. Merci d'avoir posé la question, j'ai oublié de le faire. Ah oui, celui-là, il est moins performant. Oh non, mais c'est bien pour voir. Oui, pardon. Oui. J'ai une question à propos des assemblages et surtout à propos des assemblages métalliques. Parce que dans la plupart de vos projets, j'ai remarqué, on se retrouvait au final à avoir des assemblages métalliques et un peu moins à avoir un peu tout ce savoir-faire qu'on associe souvent à la charpenterie, qui est le tenon mortaise, les assemblages un peu complexes comme ça de charpenterie. Quelle place vous pensez à l'assemblage traditionnel comme ça dans la construction aujourd'hui ? Alors c'est une bonne question. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec une étudiante qui travaillait sur le sujet, les assemblages bois-bois. Et je trouve que j'ai commencé ma conférence aussi sur ce thème-là. Est-ce qu'il ne faut mieux pas éviter l'acier ? Qu'au Japon, ils ont toute la culture de la charpente japonaise, c'est d'éviter bien sûr aussi l'acier. Et en bois, on a les techniques. Je vous ai montré le pont de Grubenmann. Par contre, comment dire, dans les exemples que j'ai montrés, je ne me suis pas toujours senti en capacité de régler toute la question uniquement avec du bois. Pourquoi ? Parce que on le voit dans le petit pont routier de l'autre pont en châtaignier, il y a cette idée de faire des nappes de bois. Ça nécessite qu'à un moment, quand il y a une charge ponctuelle, parce que le problème d'un pont, ce sont des charges ponctuelles importantes. Ce n'est pas des charges réparties, mais ce sont des charges ponctuelles. Par exemple, une roue d'une voiture. L'idée, c'est de diffuser le plus souvent possible et le plus facilement possible les efforts entre les différents éléments de la nappe et de le faire d'une manière assez rapprochée. Et pour ça, je trouvais que bloquer les bois dans une traverse en métal, ça fonctionnait bien. Après, ce sont des ponts, la plupart, je les ai faits il y a 20 ans ou plus. Et peut-être aujourd'hui, je ne les ferai pas pareil. Enfin, le dernier celui de Corse, celui-là, il est plus récent, il a quelques années. Mais déjà, on voit, il y a plus peut-être recours aux assemblages bois. Et c'est vrai qu'il y a quand même un nœud central en acier qui est très, très, très important. La ferrure, elle fait 700 kg, vous vous rendez compte ? C'est quelque chose. Mais je pense qu'il faut en tout garder la mesure. Il faut se donner, que ce soit au niveau politique, au niveau technique, au niveau sentimental, je ne sais pas, peut-être aussi,
Mais c'est donner un horizon et puis essayer de l'atteindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on se retrouve tout de suite à l'horizon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on arrive à l'horizon, il y en a un autre derrière. Mais voilà, c'est une direction. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas être, faut pas se faire plus royaliste que le roi non plus, quoi. Voilà, par exemple, les cathédrales gothiques, ben, il y a plein de métal dedans. Et c'est bien qu'elles existent. Hein. Enfin, je suis content qu'elles tiennent debout. Hein. Voilà, même on préférait penser que c'est que de la pierre, que c'est comme taillé dans la masse, mais non, c'est pas comme ça. Et même les bâtiments des Grecs ou des Romains, il y avait des agrafes en métal, ils coulaient des trucs en plomb, il y avait des choses. Voilà, après, il faut garder la mesure parce qu'on est passé d'un extrême à l'autre au moment du virage de la révolution industrielle, 1840, quoi, pas 45. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais si, j'ai travaillé pas mal avec une jeune dame qui travaillait dans l'atelier de Gilles Perrodin. Maintenant, elle a fait sa propre boutique et ils font beaucoup de choses très belles en pierre. Elle est d'origine japonaise. Et on était un peu tous les deux obsédés, enfin obsédés, c'est pas le mot, mais guidés dans l'idée de faire une structure où il n'y aurait que des assemblages en bois. On avait dessiné à un moment une pyramide pour une cave en Roumanie. Et il n'y avait que des bois avec des clés en bois, des trucs comme ça. C'est une contrainte un peu de la même manière que Georges Perec, lui, se donne des contraintes d'éviter une voyelle ou de n'utiliser qu'elle pour écrire. Mais c'est une contrainte très féconde. Et puis si ça marche, on y arrive. Si ça ne marche pas, ben, on met du métal. Mais c'est intéressant de se donner cet enjeu parce que ça donne l'occasion d'aller voir le vocabulaire des assemblages, que ce soit en Europe ou au Japon. Ça donne l'occasion de comprendre jusqu'à quel point, d'aller jusqu'aux limites de ce système-là. Mais pour moi, quand j'étais charpentier, parce que j'étais quand même charpentier pendant 13 ans, je faisais des fermes latines, il n'y avait pas de métal, il y avait juste les clés en acacia, elles servaient juste pour faire venir à joint les assemblages et puis pour procéder au levage, mais rien d'autre. Donc il n'y avait pas de métal, là. Après, quand je clouais les pannes sur les fermes, je clouais les pannes avec des clous. Voilà, c'est pour vous dire. Hein, une autre question ? Oui ? Alors moi j'ai une question par rapport au projet de pont que vous avez montré en dernier exemple sur le concours à Ravenne, sur le pont avec des courbures, et j'aimerais savoir comment vous avez géré ces courbures avec le bois, justement. Avec le bois ? Oui, parce que jusque-là vous avez montré que des exemples assez droits. On n'a pas gagné parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Non, mais en fait, on avait des... par rapport au choix initial, qui était de se dire avec les archis avec qui j'ai travaillé, est-ce qu'on essaie de passer sur 100 mètres, on fait vraiment quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on fait des appuis partout, parce que c'est pas la peine de dépenser des millions pour faire un truc comme ça, si on peut s'appuyer partout entre les voies. Donc on a choisi une position très humble. Du coup, il y avait des appuis qui faisaient qu'on pouvait quasiment faire des tronçons quasiment rectilignes. Après, on sait faire des poutres lamellées-collées qui sont courbes comme ça. Il faut simplement les resscier et les recoller. Alors ça coûte plus cher, mais on sait faire. Après, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Dans le genre, par exemple, le centre Pompidou de Metz, de Shigeru-ban, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, quoi. L'idéal de ce qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est-à-dire, on imagine que le bois lamellé collé, c'est comme une fibre d'osier avec laquelle on fait un panier. Mais non, ce n'est pas une fibre d'osier avec laquelle on fait un panier. C'est du bois. Et là, ça a été tellement laborieux, ils ont été obligés de mettre, je ne sais pas combien, de milliers de tonnes de métal pour faire des échafaudages. Enfin, c'est la preuve même, parce que quand on dessine un panier, quand on construit un panier, on ne le dessine pas, on le fait. Vous avez des livres très très intéressants de Tim Ingold. L'anthropologue Tim Ingold, il fait faire des paniers à ses étudiants. C'est le process qui dessine le panier. C'est pas une conception initiale, c'est le résultat du process, le panier. Et là, quand on imite un panier mais sans copier le process, c'est plus un panier.
c'est quelque chose qui voudrait ressembler à un panier, mais qui n'est pas un panier. Et qui, la facilité n'y est plus. Et du coup, ça devient extrêmement laborieux et c'est raté. C'est comme la musique. Si ça paraît laborieux, c'est que c'est raté. Il faut que ça paraisse facile. Et là, il n'y a que les bons qui savent faire. Voilà, mais peut-être j'ai un peu, j'ai tendance à la digression. Hein. Faut pas m'en vouloir. Mais on peut faire courbe. Mais en fait, à l'échelle de l'ensemble de tout le parcours, je ne sais pas si ça aurait été vraiment intéressant parce que, en fait, c'est des angles assez, voilà. On peut faire. Après, il faut se méfier. Pour n'importe quel dispositif technique, il y a un penseur qui a dit mais l'homme, il a tendance à aller toujours au bout de ses prothèses. C'est-à-dire, tu peux aller dans la Lune, donc tu vas dans la Lune. Mais au lieu de réfléchir, mais ça a du sens d'aller dans la Lune? Enfin, pour donner un exemple, tu vois. On peut le faire, mais est-ce qu'il faut le faire? Ben, peut-être pas, tu vois. Donc, il faut vraiment toujours, on peut en garder un peu derrière, mais aussi avoir une réponse adaptée à la question. Quelle est la question? Passer? Je peux m'appuyer? Oui, je passe. Comme ça. La question, c'est pas de faire un grand truc, voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup oublié. Et c'est dommage. Bah, tu verras demain que justement, dans les exemples qu'on va regarder demain, il y a des réponses où il y a des parcours en plus du pont. Et c'est pour ça que la question, elle n'était pas anodine. Mais on en parlera aussi demain de cette question-là. De qu'est-ce qu'on fait en plus du pont? En plus de franchir, est-ce qu'on propose autre chose? Mais alors, je dois vous avouer une chose, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une consultation à la mairie de Paris pour faire un pont qui devait être autofinancé. Et j'avais une idée, mais je ne vous l'ai pas montrée parce que je ne veux pas vous censurer pour demain. Demain, je vous la montrerai, si ça vous amuse. Voilà, parce que quand on dit habiter un pont, ça veut dire qu'il devient opaque à un moment. Est-ce que c'est intéressant qu'il soit opaque? En fait, moi, je trouve que les ponts de Paris, tels qu'ils étaient avant qu'ils brûlent, ils étaient très chouettes aussi. Moi, j'aime bien ça. Et je veux dire, le Ponte Vecchio, mais qui va dire, mais le Ponte Vecchio, c'est nul parce qu'on ne voit pas. Mais c'est vrai que le Ponte della Trinita, qui est derrière, à côté, il est plus beau. N'empêche que les Ricains, c'est les Ricains ou les Allemands, là, quand ils ont bombardé? C'est les Ricains, non? Ouais. Bon, ils n'ont pas bombardé le Ponte Vecchio, mais ils ont bombardé l'autre qui était plus joli. Il a fallu le reconstruire, c'est complexe. Mais c'est pour dire, voilà. Après, question de goût. Après, bon. D'autres questions? Oui, oui. Tu peux descendre aussi. Non, mais tu as une voix très claire. Là, non, c'est bien, ouais. Non, je voulais savoir parce qu'on dit que la ressource bois, c'est l'agriculture des forêts, du coup, ça peut être une ressource précieuse, c'est un matériau qui est précieux. Est-ce qu'une piste parallèle, ça peut pas être de réemployer le bois comme c'était fait avant, de réutiliser des éléments de plancher, de charpente, et de le remettre en œuvre dans les bâtiments plutôt que de les brûler pour faire de l'énergie? En fait, la réutilisation, c'est très très bien. Si vous allez par exemple à Pise, sur la cathédrale, ils ont réutilisé des pierres romaines. On voit, parce que en plus ils ont même mis à l'endroit, il y a les inscriptions à l'envers. C'est très joli parce que ça donne une épaisseur supplémentaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec de la réutilisation. Mais trouver la pièce, quand tu es dans... Moi, j'ai fait 99% de mes projets, c'était public. Donc, le maître d'ouvrage se gratte la tête pendant 5 ans, il lance la consultation, on a 3 mois pour répondre, après il ne se passe rien pendant 2 ans, après tout d'un coup, il faut construire en 6 mois. Et dans des délais, dans des parcours aussi lamentablement mal foutus, on n'a pas les moyens de commencer à chercher des bouts de bois pour se dire « Ah, mais je veux ça, je veux comme ça ». Maintenant, dans un projet privé, oui, pourquoi pas. Et c'est bien d'y penser après. Dire qu'on manque de ressources, il faut se dire qu'on a actuellement, même si la présentation est un peu biaisée, parce qu'on appelle forêt des choses qui ne sont pas des forêts, qui sont quelquefois des peupliers,
bois de peuplier, on va dire, qui sont beaucoup de forêts qui sont plantées d'une manière absolument absurde en monoculture, qui portent le nom de forêt sans lettres. N'empêche qu'en surface boisée, on va dire, on n'a jamais eu autant depuis l'an 1000, avant que les moines commencent à déforester l'ensemble du pays, on n'a jamais eu autant de surface boisée en France. Donc il y a de la ressource. Il y a de la ressource, on pourrait construire beaucoup plus en bois. Ça ne veut pas dire qu'il faut la gaspiller en faisant n'importe quoi, mais il y a de la ressource. Simplement, lisez le livre de Gaspard d'Alens, j'ai oublié, Les pillards de la forêt, je crois que ça s'appelle, non comme ça. Et il parle de comment on exploite la forêt. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes, mais ça n'empêche pas, de commander du bois, d'en scier. Simplement dans des rapports proches. Par exemple, quand je suis venu à Grenoble ce printemps, j'ai fait connaissance d'architectes qui sont sur le Vercors, qui travaillent avec un charpentier qui s'appelle John Sauvageon. John Sauvageon, c'est le fils d'un exploitant forestier. Il a fait le Tour de France comme ébéniste. Et il connaît tout entre l'exploitation, la scierie, la charpente, les maisons d'ossature bois, la menuiserie, l'ébénisterie. Il connaît toute la gamme. Et lui, il procède, de par ses origines familiales, il procède avec un respect de la forêt. Parce qu'un exploitant forestier petit, lui, fait attention à ce que ça continue. Par contre, les coopératives dont parle Gaspard d'Alens, portent le nom de coopératives sans lettres, qui sont des organes de gestion de toutes les petites propriétés privées, et c'est géré depuis Paris par un homme stupide qui a sûrement fait HEC ou n'importe quoi, quelque chose comme ça, et qui ne connaît rien ni à la forêt, qui n'est jamais allé dans un bois, et il décide, là on va couper 20 hectares parce que ça va faire tant de fric, et là on arrive à des absurdités. Mais c'est la structure de la société qui est en cause, ce n'est pas le matériau ni son usage auquel il faut renoncer. Il faut simplement l'aborder d'une autre manière, plus humble, peut-être avec des projets plus petits, peut-être avec... j'ai fait des tas de projets avec le bois de la commune. Là, on me demande de parler de pont, mais j'aurais pu... voilà, donc je me concentre à ce pont, parce que j'en ai fait que 4. Voilà, mais enfin, il faut comment dire... avoir des éléments de réflexion valides. Par exemple, sur le feu, il y a une terreur sur le feu, on est dans un irrationnel, et pareil, sur la ressource en bois, on est dans un irrationnel, parce qu'il y a beaucoup plus de morts. Les gens qui meurent dans un incendie, de quoi ils meurent? La plupart du temps, ils meurent d'asphyxie, parce qu'il y a tellement de matières plastiques, de peinture, de saloperies dans les bâtiments, quand ça brûle, avant que le gars il soit brûlé vif comme Jeanne d'Arc. D'ailleurs, même Jeanne d'Arc, elle était empoisonnée par les vapeurs, à ce qu'on m'a dit. C'est les vapeurs qui empoisonnent. Donc, c'est les plastiques, les trucs comme ça qui tuent. Et puis, les pompiers préfèrent aller éteindre un bâtiment en bois. J'ai fait 2 casernes de pompiers que d'éteindre un bâtiment en acier ou même en béton. L'acier, c'est le pire. Parce qu'ils font, ils se déforment et ça ne prévient pas. Voilà. Donc il faut... j'en ai parlé au début sur le sacré. Ça veut dire, je pense qu'il faut admettre cette dimension du sacré, de la foi, mais il faut aussi, se garder des choses trop irrationnelles. Et sur les ressources en bois, il y a beaucoup aussi de lobby de l'acier, du béton. On sait à quel point le Parlement européen, sa politique est guidée par le lobby. Je ne parle pas de notre beau pays, quoi qu'il y aurait à en dire. Mais en fait, les lobbies de l'acier et du béton ont intérêt à faire savoir qu'il n'y a plus de bois, qu'il ne faut pas l'utiliser, que ça brûle, tout ça. Il faut, je pense que Ludovic, là-dessus, vous nourrit d'informations assez riches pour vous rassurer sur ces points-là. On consomme à peine 56% de l'accroissement annuel. Donc la production annuelle, on en consomme la moitié. Donc imaginez la marge qu'on a si on veut construire en bois.
Voilà. Après, moi, j'ai un mail, ça s'appelle anglade.conseil@gmail.com. Si vous avez des questions, vous m'envoyez, moi, je répondrai dans les meilleurs délais. Et puis, ça peut être pour vous conseiller un charpentier, ça peut être pour n'importe quoi. Après, c'est pas pour faire une consultation pour une petite structure, mais voilà. Et puis, il y a la page Facebook, Jacques Anglade, où il y a toutes les traces. Et vous êtes jeune. Et le meilleur cadeau que je puisse faire à ces jeunes générations, c'est de vous offrir ces traces, parce que je pense que c'est il y en a d'autres, mais un cheminement pour essayer comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un maximum de lucidité et en même temps un maximum d'envie de faire, les deux à la fois. Mais ce n'est pas une chose simple, c'est pour ça qu'en tout il y aura plusieurs milliers de pages. C'est pas une chose, il n'y a pas de recette magique, mais je pense qu'il y a des pistes à explorer. Voilà. Là, je vais m'échapper parce que je suis invité à dîner. On va tous s'échapper. Merci beaucoup, Jacques Anglade. Salut. Merci d'être venus à tous et bonne soirée.